OK, bonjour à tous. Merci Stéphane. On va regarder ensemble ce midi quelques contraintes avancées. Il peut y avoir aussi des contraintes mécaniques, donc c'est un genre de truc et astuces. Et un peu aussi pour remplacer ce qui a pu avoir lieu par le passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter immédiatement. Donc, on va commencer par les contraintes avancées. Donc, si on est genre d'étau, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement choisir une des surfaces et on va démarrer notre menu de contraintes. Je vais aller avec les contraintes mécaniques et dans ce cas-ci, nous allons choisir tout simplement un hélicoïdal avec une distance de révolution de 5 mm. Donc, on voit que je peux avoir aussi une autre entité à contraindre. Donc, on va choisir tout simplement le centre de l'arbre ici. On va accepter ça. Donc, on voit maintenant que les contraintes vont faire que la pièce va bouger d'une à l'autre. On n'y va pas tellement ici. Je vais juste reprendre un petit peu la distance ou la révolution. Et voilà. Donc, ça va aller un petit peu mieux comme ça. Good. Donc, on peut voir maintenant que j'ai appliqué cette contrainte-là que mon étau va bouger automatiquement lorsque je vais tourner la poignée. Un autre genre de contrainte aussi qu'on peut utiliser va être dans les contraintes avancées. On va y aller ici avec un coupleur linéaire. Donc, pour ce faire, on va choisir tout simplement nos entités ici. Et la deuxième, donc on va inverser la direction et on va l'appliquer encore une fois. Donc, encore une fois, le même résultat. Donc, ça pourrait être pour les deux. Donc, cette fois-ci, comme on peut voir, je n'ai pas juste qu'un côté qui va bouger, côté de mon étau. Donc, l'autre partie qui fait face va bouger elle aussi automatiquement avec ces contraintes-là. Deuxième petit exemple. On va passer au convoyeur. Il y en a parmi vous sûrement qui ont des convoyeurs, tout simplement, ce genre d'agencement-là, qu'ils aimeraient pouvoir faire quelques animations ou faire quelques déplacements en temps réel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'on va sélectionner le point ici. On va démarrer les contraintes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici en mode mécanique? C'est d'utiliser, pardon, pas en mode mécanique, mais en contrainte avancée, va être d'utiliser les contraintes de trajectoire. Ce que je vais faire ici, c'est qu'on va attacher le point ici à la trajectoire. Donc, vous pouvez sélectionner les esquisses ou autres entités. Vous pouvez aussi vous servir avec le bouton droit du Selection Manager. Donc, vous pourrez choisir soit lui mentionner de sélectionner une boucle fermée, des boucles ouvertes. Je vais rester avec l'option de sélectionner un groupe. On va cliquer sur notre ligne et j'ai la petite icône qui m'arrive pour choisir la tangentielle. Donc, on voit qu'avec le bouton de droite, la sélection est faite au complet. Parfait. Donc, je peux accepter celle-ci. Maintenant, si je déplace ma boîte, on voit bien que, bon, j'ai un seul point qui suit et non pas deux. Ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est qu'on va aller ajouter le deuxième point ici, encore une fois, avec les trajectoires. Je sélectionne mon Selection Manager. Je vais cliquer sur ma trajectoire ici. Parfait. Et voilà. Donc maintenant, lorsque je vais déplacer ma boîte le long de mon convoyeur, donc on voit que les deux points de la boîte vont suivre exactement la trajectoire du convoyeur. Un petit conseil, faites attention que vos boîtes ne tombent pas rendues au bout de votre convoyeur. D'accord. Donc, on va maintenant passer à la fonction de contrainte pour les courroies. Alors, je l'aime bien celle-ci. Donc, vraiment qu'ils savent, elle est disponible autant dans le 2D que dans le 3D. Dans le 2D, c'est avec la barre d'outils, des blocs. Lorsque vous allez créer des esquisses, vous pouvez le créer aussi avec le schématique. Dans le 3D, l'icône va être de courroie chaîne. Donc, on démarre. À partir de là, vous pouvez choisir soit des lignes de centre préétablies. Vous pouvez choisir aussi des surfaces. Donc, une fois que votre sélection est terminée, vous pouvez n'importe quand aller réordonner
votre sélection, ou vous pouvez aussi inverser la direction que la courroie va prendre. Donc, on voit ici que j'ai premièrement la longueur de ma courroie qui m'est donnée. Donc, comme vous pouvez voir, lorsque je vais déplacer ma courroie ici, tout simplement, c'est que lorsque je vais relâcher, la mise à jour se fait automatiquement. Je peux, on va sans dire, choisir une longueur plus stable. Habituellement, c'est comme ça qu'on procède. Donc, ça va être 1600 mm. Je vais créer une pièce courroie ici. On va utiliser aussi l'épaisseur de la courroie. L'épaisseur de la courroie, c'est pour, dans ce cas-ci, je vais choisir 4 mm, c'est pour pouvoir faire un genre de décalage. Ici, on a eu un décalage de, étant donné que c'est de 4 mm pour l'épaisseur, il va y avoir un décalage de 4 mm vers l'extérieur ici, et au sens inversé, 4 mm de ce côté-ci. Donc, vous n'avez pas besoin de craindre que la courroie va rentrer dans la pièce, ça va très bien se faire. Et on va aussi sélectionner de créer une courroie, une pièce de courroie. Donc, j'appuie sur OK. On me demande de sélectionner une pièce. Et voilà, le tour est joué. La pièce est faite. Donc, je peux aller éditer ma pièce ou mon esquisse directement et par la suite d'utiliser les fonctions d'extrusion. On va y aller avec un plan milieu. Et pour ce faire, je vais taper au clavier 20 mm avec une fonction mince de 4 mm, plan milieu aussi. Donc, je vais avoir la même chose des deux côtés. Donc, une fois que c'est fait, vous avez votre courroie, tout est complet, et en plus, vous allez pouvoir obtenir un mouvement réel avec le ratio qui est calculé automatiquement. Remarquez bien, lorsque je vais déplacer cette poulie, on a nos autres pièces qui vont se déplacer automatiquement. C'est assez pas mal super. Si vous ouvrez la pièce courroie elle-même, vous allez même pouvoir profiter dans les propriétés d'une propriété, longueur de courroie et épaisseur de courroie qui vont venir s'ajouter automatiquement à votre pièce. Donc, c'est, bon, sans dire que ces propriétés-là peuvent être affichées n'importe quand dans vos billes de matériel, c'est-à-dire vos nomenclatures. Excusez-moi l'anglicisme ce matin, ou ce midi plutôt. On continue. Cette fois-ci, je vais y aller avec une contrainte qu'on a un petit peu tendance à oublier. Pourtant, ça fait un bon bout de temps qu'elle existe, je crois, depuis la version 2007 ou 2008. J'essaie de l'utiliser assez fréquemment, ça peut sauver beaucoup de temps, et vraiment énormément de temps. Première chose que je vais faire ici, c'est que j'ai des roulements avec des engrenages à aller tout simplement contraindre aux deux arbres qu'il y a ici. Je vais choisir la première arbre et on va partir des contraintes. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le tableau de sélection, mais j'ai aussi l'icône mode de contrainte multiple. Alors, lorsque je vais activer ce dernier, j'ai premièrement la référence commune, qui est mon arbre, et maintenant je peux aller choisir directement les surfaces circulaires, comme ceci. Et voilà. Donc, je sauve une fois de plus beaucoup de temps. Donc, on va répéter la même chose encore une fois ici. Et par la suite, on va aller sélectionner les deux autres roulements ici et la dernière engrenage. Ces contraintes multiples-là, si j'accepte le tout, on va aller voir dans notre groupe de contraintes, vont créer aussi des groupes. Donc, j'ai le choix avec le bouton droit de décomposer la contrainte multiple, ce qui va me créer des contraintes séparément, ou je peux aussi n'importe quand aller rééditer les contraintes de multifonction. Donc, j'ai des dossiers qui apparaissent ici, qui vont contenir des contraintes, des multicontraintes. Donc, très pratique. Ça va, disons, mieux gérer l'arbre de construction au niveau des contraintes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'approcher un petit peu de l'écran et on va partir encore une fois les contraintes. Cette fois-ci, avec les contraintes multiples, on a vu qu'on avait des contraintes régulières. On peut utiliser aussi ces dernières pour les distances. Donc, on va taper 10 mm ici. Et à partir de ce moment-là, je peux choisir les surfaces ou les faces. Rappelez-vous que vous avez toujours la fonction G au clavier pour la petite loupe.
Très pratique. On va choisir la deuxième. Et finalement, la troisième. N'oubliez pas aussi qu'avec ce petit tableau-là, vous pouvez aller inverser chaque contrainte, chaque face. Donc, encore une fois, je peux aller réinverser le côté de ce roulement-là, ou je peux tout simplement aussi inverser la cote pour celui-ci. Je peux aussi aller jouer sur la distance, tout simplement. Donc, c'est très flexible, tout dépendant de ce que vous allez choisir dans votre arbre. Vous voyez, les valeurs vont apparaître automatiquement. Donc, si je remets celle-ci à 10 mm, on voit que les bearings vont bien aller se positionner. Donc, c'est une très belle option, mode contrainte multiple. On peut même lier les cotes, n'oubliez pas, on peut les lier ensemble, les cotes de 10 mm, ou on peut, si on n'utilise pas cette option-là, contrôler l'emplacement des contraintes, au niveau de la distance des contraintes séparément. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire afficher quelques esquisses. Les esquisses que vous allez voir à l'écran sont tout simplement les cercles de ratio, les cercles, le pitch diameter qu'on appelle. C'est le cercle pour les engrenages. On va retourner dans notre fonction de contrainte. Et cette fois-ci, je vais utiliser dans les contraintes mécaniques les engrenages. Donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, on peut tout calculer avec SOLIDWORKS automatiquement. Je sélectionne les deux contraintes ici. Parfait. Le ratio est calculé automatiquement. On va aller rajouter ces deux dernières-là, ces deux autres-là ici. On les voit. Donc, si j'accepte ça encore une fois, on va canceller une petite seconde, excusez-moi. Et on va redémarrer. Ça, c'est des codes 18. Je pense que tout le monde en a des fois. En tout cas, moi, dans mon cas. OK, on va aller dans les contraintes mécaniques. On repousse les contraintes ici. On va choisir aussi ces deux cercles-là qu'on avait tout à l'heure. Parfait. Et on va retourner en engrenage. On sélectionne les deux dernières qu'on a ici. Le tour est joué. Alors, lorsque vous allez déplacer un des engrenages, vous voyez que le ratio va se calculer automatiquement. Dans ce cas-ci, si j'en ai qui sont inversés, vous pouvez n'importe quand. On le voit ici, j'en avais une qui était inversée. On peut toujours aller les éditer. Lorsque vous éditez vos contraintes ou lorsque vous les appliquez, n'oubliez pas que vous avez toujours l'option d'aller déplacer vos pièces durant la création de ces contraintes-là. Donc, si on regarde, encore une fois, celle-ci, j'essaie de les déplacer, donc la contrainte est encore dans le bon sens, sauf que j'ai la dernière contrainte ici qui n'est pas adéquate. Donc, encore une fois, je retourne et à partir d'ici, je peux inverser tout simplement la contrainte. Donc, on voit qu'on va avoir un meilleur mouvement. Ça va moins gricher dans les engrenages. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vos contraintes d'engrenage complètes. On va passer maintenant à la prochaine. Donc, on a vu les racks et les engrenages, pardon. On a vu les contraintes multiples. Ce qu'on va voir ici, c'est des contraintes d'engrenage un petit peu plus spéciales. Je vais démarrer la fonction contrainte et on va aller dans nos contraintes avancées les contraintes mécaniques pour avoir pignon et crémaillère. Tout ce que vous avez à faire à partir de ce moment, on voit notre boîte de sélection ici, la crémaillère et la pignon. Vous pouvez sélectionner des entités, soit des entités d'esquisse ou des surfaces, comme ceci. Vous pouvez par la suite aller ajuster vos contraintes, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser un déplacement pour une révolution ou un diamètre nominal du pignon. Dans ce cas-ci, je vais utiliser ce dernier. On va y aller à 43 mm, puis on va aller l'inverser. Donc, ce que ça va me donner lorsque je vais déplacer ma pièce, c'est un effet de pignon et crémaillère. Comme ceci.
Vous pouvez aussi, dans des cas un petit peu plus complexes, montrer un exemple ici. Donc, on voit que les contraintes que j'avais ici, j'avais un pignon et crémaillère qui se sont passés entre ces deux-là. Donc, même si les cercles ne se touchent pas, vous pouvez quand même appliquer ces dernières. Et aussi, on a un pignon et crémaillère qui va se passer à partir d'ici, dans ces deux-là. Donc, lorsque ces deux contraintes-là sont appliquées, et je tourne la manivelle, on voit que on a un mouvement qui se fait. Notre pièce qui monte le long de notre vis sans fin. Une dernière contrainte. Encore une fois, elle n'est pas connue beaucoup. Encore, c'est une de mes préférées. Lorsque vous avez des pièces qui vont aller se situer, moi j'appelle ça le mode fourchette, le nom un petit peu plus exact dans les contraintes de SOLIDWORKS sont les contraintes de glissière, c'est-à-dire que nous voulons que notre pièce, premièrement, soit bien orientée par rapport au centre de notre trou. Donc, comme d'habitude, on va chercher les contraintes. En sélectionnant nos deux cercles, on a du coaxial. C'est parfait. Maintenant, j'aimerais que ma pièce se retrouve en plein milieu de ma fourchette ici. Alors que, comme vous pouvez le voir, supposons que j'augmente un petit peu ma coupe ici, on va dire à 6 mm, un petit peu plus de distance. J'aimerais bien que ma pièce se situe en plein centre de ma fourchette. Tout ce que j'ai à faire, ça, vous pouvez le présélectionner avant même de démarrer la fonction contrainte. Vous présélectionnez les quatre faces, peu importe l'ordre. Vous allez voir que SOLIDWORKS c'est assez intelligent pour aller faire la différence entre les quatre surfaces. Quand le tout est sélectionné, démarrez votre fonction de contrainte et SOLIDWORKS va aller placer ces contraintes-là en mode glissière automatiquement. C'est-à-dire que peu importe le mouvement que je vais appliquer à ma pièce, elle va rester dans le mode glissière. Et même si j'augmente ou je diminue ma dimension ici, on va aller sur la surface, sur la face 1. Et voilà. Donc, la contrainte reste toujours semblable. Elle est bien en mode glissière et ça va très, très bien dans ce cas-ci. N'oubliez pas que n'importe quel moment, si je vais refaire les contraintes, c'est une chose qui existe depuis fort longtemps, environ depuis 2003, mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier ces belles petites fonctions-là. Si vous voulez contraindre votre cercle, c'est-à-dire votre cylindre, automatiquement à l'autre cylindre, vous pouvez toujours utiliser la touche Alt au clavier. Maintenez cette dernière enfoncée et prenez avec le bouton de gauche de votre souris, sélectionnez votre cylindre, maintenez les deux enfoncés. Maintenant, déplacez votre souris vers le cylindre, vous allez voir que, comme par magie, vous allez avoir la contrainte qui va venir se positionner automatiquement. Vous pouvez aussi contraindre de d'autres façons, soit, encore une fois avec la touche Alt, une surface sur une surface. Si ce n'est pas du bon côté, relâchez tout simplement la fonction du clavier Alt, la touche de clavier Alt, pardon, maintenez votre bouton de gauche enfoncé et appuyez sur la touche Tab une fois. Alors, vous allez voir que la fonction va aller inverser le plan de coïncidence automatiquement. Et si vous continuez à vous promener avec votre souris, vous allez voir que ça va bien aller. Un autre type aussi de relation automatique qui pourrait se passer, c'est que si vous avez un boulon, vous l'insérez dans un trou, vous pouvez y aller aussi avec l'arête. Donc, une arête sur une arête va automatiquement nous donner, on voit l'icône du curseur, un coaxial et un coïncident. Donc, si je relâche le tout, n'oubliez pas, juste avec un clic, vous pouvez voir les contraintes de cette pièce-là. Donc, on voit le coaxial qui a été ajusté et le coïncident aussi. Donc, automatiquement, les deux contraintes ont été faites. Vous pouvez aussi profiter d'un point sur un point sur une surface. Et vous pouvez même aussi, n'oubliez pas une chose bien importante, vous pouvez faire un esquisse.
soit en schématique ou en esquisse 2D dans votre assemblage dans une autre pièce, vous pouvez créer des contraintes entre des points, les lignes ou autres, et ces lignes d'esquisse. C'est bien important de pouvoir se rappeler ça. Parfois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir contraindre nos pièces d'assemblage grâce à une esquisse. La raison est que vous allez vous donner une méthodologie de travail. Donc, si quelqu'un doit modifier votre assemblage parce que vous êtes soit absent de votre bureau pour une autre raison, tout le monde en ingénierie va savoir comment que l'assemblage fonctionne, l'assemblage principal. Donc, bien important de bien utiliser une bonne méthodologie et les bons outils. Dans notre cas, ceci va clore notre sujet pour les webinaires de ce midi. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez aussi, un petit truc, exclure de votre antivirus les types de fichiers SolidWorks. Pourquoi? C'est parce que en excluant ces derniers de votre antivirus, vous allez augmenter vos performances et cela de entre 10 à 30% de plus. Donc, n'oubliez pas vos répertoires d'installation de SolidWorks et les types de fichiers de SolidWorks tels que les SLD ASM, les PRT et les DRW. Donc, on parle de pièces, assemblage et mise en plan. Je vous remercie tous pour avoir assisté à notre webinaire sur les contraintes avancées de ce midi. Stéphane, je te redonne la parole. Oui, donc, comme Daniel disait, merci à tous d'avoir assisté à la présentation ce midi. On se donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, on saute une semaine, donc dans 2 semaines, lundi le 22 novembre, pour une autre présentation, cette fois sur les nouveautés de SolidWorks Enterprise PDM de la version 2011. Donc, à la même heure, au même poste, c'est-à-dire à 12h30. Et en parlant de poste, une petite parenthèse, je vous invite à aller sur YouTube. Donc, vous avez un channel, un poste Solid Expert. Donc, vous pouvez retrouver une panoplie de vidéos, de trucs et astuces qui sont disponibles à tous sur YouTube, poste Solid Expert. Donc, merci à tous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 877-876-5439 ou par courriel au info@solidexpert.com. Merci, à dans 2 semaines.